Le premier établissement universitaire du Gabon fut créé en 1970 sous le nom d'Université nationale du Gabon, UNG, rebaptisée en 1978 Université Omar Bongo. Quelques années plus tard, en 1985, une deuxième université accueille les formations scientifiques, jusque-là organisées dans le cadre de l'UOB. Il s'agit de l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Nous sommes au sud-est du Gabon. Depuis lors, pour des raisons politiques diverses, l'université gabonaise a connu de nombreuses mutations qui ont notamment favorisé la création, en 2002 par exemple, de l'Université des sciences de la santé à Ovendo. Dans cette même perspective, l'on observe l'autonomisation des grandes écoles et instituts, l'ENSET, l'ENS, l'IST, l'INSG, pour ne citer que cela. Cependant, l'enseignement supérieur au Gabon, comme dans d'autres pays, n'est pas un long fleuve tranquille. Tout au contraire, le secteur fait face à de nombreuses difficultés. Au premier chef, des grèves interminables des étudiants et des enseignants. Il s'agit aussi du système, l'arrimage au système LMD, la recherche, les politiques publiques, les structures d'accueil, les grands chantiers du gouvernement de la République. Autant de points qui vont rythmer, articuler cette émission, ce deuxième numéro de votre émission, notre émission, Faire savoir, consacrée aujourd'hui à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous l'aurez compris, notre invité ce soir, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pacome Moubele Boubéa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Tessamon. Installez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le principe de l'émission, vous le connaissez. En rappel, des journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous répondrez. Il y aura aussi des questions du public à travers notre page Facebook. Tapez « Faire savoir » simplement ou par SMS au 02 75 75 75. Tout sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique, le capital humain, sa place notamment dans le plan stratégique Gabon émergent au moment où Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter les assises du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Mais avant, Monsieur le ministre, suivant ce reportage qui jette un regard à l'Université Omar Bongo dans le cadre de la rentrée académique 2014-2015, nous nous retrouvons juste derrière. Le Gabon présente pas moins de 3000 candidats au bac chaque année. L'UOB voit ainsi sa population estudiantine s'accroître à la rentrée scolaire. Une situation qui doit impliquer de nombreux aménagements tant sur le plan infrastructurel qu'académique. Lorsqu'il y a accroissement de la demande, il faut également des structures adéquates pour accueillir selon cet étudiant. Nous restons dans nos attentes. Il y a beaucoup de secteurs. Au niveau des pavillons, on a l'ancien pavillon, je pense le F, qui n'est toujours pas fini. Au niveau de la bibliothèque, on appelle parfois le bunker, bon, on ne peut pas trouver le nom, ce n'est qu'un chantier. Sur le plan académique aussi, plus les années passent, plus l'État doit veiller à adapter son système aux nouvelles techniques de formation. Et pour le corps enseignant, s'il y a déjà des avancées, il faut néanmoins revaloriser le secteur en le faisant connaître à l'extérieur. Quand vous permettez, vous donnez des outils nécessaires aux étudiants, aux chercheurs, au personnel d'aller de l'avant, eh bien vous avez des bons résultats. Pourquoi pas? Il serait important dans ce cas qu'il y ait un programme qui permet par exemple à tout enseignant-chercheur qui veut poursuivre effectivement sa carrière dans le cadre de la recherche, de pouvoir suivre des cours de langue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On n'a plus besoin d'avoir des grandes bibliothèques physiques.
Un chercheur qui a accès à des revues en ligne, c'est un chercheur qui se rapproche plus du chercheur américain, français, ainsi de suite de l'université. Des propositions que la tutelle a certainement prises en compte au cours des différentes rencontres avec les principaux acteurs du secteur. Seul le temps reste désormais soit l'allié ou l'ennemi de la politique envisagée pour les mois à venir. Monsieur le ministre, pour vous démarrer cette première série de questions, il y a ici sur ce plateau Isaac Makanga de l'AGP et Bernadette Nyamba de Radio Campus. Mais avant cette première série de questions, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dresser un panorama des établissements supérieurs et même universitaires du Gabon? On sait qu'en 1970, lorsqu'on créait l'Université nationale du Gabon, il y avait à peu près 162 étudiants. En 2000, ils sont un peu plus de 9000. Aujourd'hui, quels sont les chiffres? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Pour répondre à votre question, il faut peut-être planter le décor différemment. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est une politique publique de l'État. Il est important de le dire. La question qui m'est posée par M. le Premier ministre et incidemment par le Président de la République, chef de l'État, elle est simple. Quel enseignement supérieur, quelle recherche scientifique pour le Gabon si l'on veut atteindre l'émergence en 2025? C'est la problématique globale qui est posée. Et je suis heureux aujourd'hui que nous puissions débattre autour des questions qui sont liées effectivement aux éléments de réponse que nous avons commencé à apporter. Pour revenir de façon plus spécifique à la question que vous avez posée, la population estudiantine au Gabon se divise en deux grandes classes. Vous avez donc les étudiants qui sont dans le système d'enseignement supérieur public, c'est celui-là que vous avez principalement évoqué, donc les universités publiques, que ce soit l'UOB, l'US, l'USTM ou les instituts publics. Et à côté de ça, vous avez également un corps d'enseignement supérieur privé, à l'intérieur duquel on trouve également des Gabonais qui sont étudiants. En ma qualité donc ministre de l'Enseignement supérieur, je suis chargé de la cohésion de tout ce groupe. Pour ce qui concerne les établissements publics au Gabon, il faut compter un corps d'étudiants d'autour de 40 000 étudiants, en sachant, comme vous l'avez dit, qu'au début des années 70, nous avons commencé avec un corps d'une centaine d'étudiants. Maintenant, pour ce qui concerne le privé, nous sommes aujourd'hui autour de 13 à 14 000 étudiants. D'accord. Bernadette Nyamba, votre question? Monsieur le ministre, depuis près de 20 ans, les universités gabonaises, voire les grandes écoles, connaissent des mouvements d'humeur, notamment le cas récurrent de l'UOB. Comment faire pour s'en sortir, Monsieur le ministre? Écoutez, je crois que la question est vaste que vous posez, parce que les mouvements de grève n'ont pas toujours le même objet. Des fois, il s'agit de questions qui sont liées aux bourses des étudiants, pour ce qui concerne le secteur public. Des fois, ce sont des revendications qui sont du corps enseignant parce qu'elles appellent que l'État réagisse, trouve des solutions à certains problèmes qui sont posés. Le plus important dans la question que vous posez, c'est de se dire que lorsqu'un problème est posé, qu'il soit au niveau des étudiants ou au niveau des enseignants, il est important qu'on puisse adresser ces questions-là. Et c'est en adressant ces questions-là que l'on veut trouver des réponses. Trouver ces réponses, c'est l'instauration presque continue d'un dialogue quasi permanent avec ce que moi je considère comme être des partenaires, que ce soit le corps enseignant à travers leurs syndicats, que ce soit les étudiants à travers leurs organisations, ou que ce soit le personnel administratif également des universités. Mais le cahier des charges est quasiment le même chaque année. Le cahier des charges n'est pas nécessairement le même. Parce que dire que le cahier des charges est le même, vous voulez dire que depuis 1970, nous n'avons pas avancé. Alors que vous-même, vous constatez que nous avons avancé depuis 1970. Au niveau de l'université Omar Bongo, il y a un ensemble de bâtiments qui sont créés. Au niveau des offres de formation, des filières de formation, il y en a plusieurs qui ont également été offertes maintenant aux étudiants gabonais. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais ils sont attachés à des situations qui sont tout à fait particulières et liées à une époque tout à fait particulière également. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de rebondir par rapport à la question posée. L'on s'en souvient qu'il y a près d'un an et un peu plus, le chef de l'État avait effectué une descente à l'UOB qui semblait être salvateur, mais malheureusement, la situation perdure. Une certaine opinion estime même que
l'université est fortement politisée et c'est l'une des raisons principales du blocage. Votre commentaire? Je ne dirais pas de fait que l'université est fortement politisée. Je dis, allons-y regarder les problèmes qui sont posés. Ces problèmes sont-ils réels, sont-ils objectifs? Si oui, avons-nous les capacités de les régler et que faisons-nous pour régler ces questions? Si l'on prend le cas des étudiants, les problèmes ou les problématiques qui sont posées par les étudiants sont les problèmes qui sont tout à fait réels. Il faut améliorer les conditions de vie de l'étudiant à l'intérieur des campus, il faut renforcer les conditions de réception des enseignements par les étudiants. Il y a un ensemble de choses qui peuvent paraître objectives. Et ces questions-là, je pense qu'elles ne sont pas liées nécessairement à une manipulation politique quelconque. Tous les efforts que nous nous engageons à faire, c'est d'identifier les problèmes, comme nous l'avons fait, de proposer des solutions. Et en proposant ces solutions, surtout en discutant avec les étudiants, par exemple pour ceux qui les concernent, ça nous permet d'envisager un avenir qui est un peu plus serein. Parce que lorsque ces problématiques sont prises en compte, et lorsqu'on ne veut pas se cacher derrière un petit doigt pour ne pas les voir, c'est là où il y a effectivement un problème qui pourrait se poser. Paco Moubélé Boubéa, tout à l'heure vous parliez de dialogue social. On ne vous a pas vu, par exemple, en cette rentrée académique 2014-2015, comme le ministre de l'Éducation nationale, rencontrer les syndicats? Vous ne m'avez peut-être pas vu, mais les syndicats m'ont vu. Puisque dans le domaine qui est le mien, j'ai organisé une série de rencontres, non seulement avec l'enseignement supérieur public, j'ai réuni l'ensemble des recteurs du Gabon, des directeurs généraux et des responsables de l'ensemble des établissements, faire le point avec eux pour savoir quelles étaient en vérité les difficultés qu'ils rencontraient et quelles étaient les nouvelles filières de formation qu'ils offraient. Ce même exercice, je l'ai conduit également avec l'enseignement supérieur privé pour savoir quels sont les problèmes qu'ils pouvaient poser et comment est-ce qu'ils s'attendaient certainement à gérer non seulement les étudiants gabonais qui sont boursiers dans leurs établissements, mais également le reste des étudiants également. Vous ne m'avez peut-être pas vu parce qu'il n'y a peut-être pas un reportage qui est passé à la télévision, mais je peux vous assurer que cet exercice a été fait et c'est un exercice quotidien. Bernadette Nyamba. Monsieur le ministre, nous constatons chaque année, à cause de ces grèves récurrentes, que le calendrier académique n'est pas toujours respecté. Est-ce que cela ne déteint pas sur la qualité et la crédibilité des diplômes délivrés par le système universitaire gabonais? La question que vous posez est une question essentielle. En tant que pays, nous ne pouvons pas penser que nous vivons en dehors de l'Afrique, de la région ou du monde. Nous devons caler donc le calendrier universitaire gabonais au calendrier international. Il vous souviendra que le gouvernement a fait adopter un calendrier universitaire au Gabon avec une entrée en septembre, avec le premier semestre en conclusion en décembre, le deuxième en janvier, ainsi de suite. Donc ce calendrier a été adopté. La question est d'autant plus importante qu'elle interpelle le sens de responsabilité de chacun d'entre nous, que ce soit les étudiants, que ce soit le corps enseignant, que ce soit même les personnels administratifs. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a sur la place internationale une espèce de marketing des universités. Il y a des marques universitaires qui s'imposent et qui s'opposent au niveau africain et au niveau gabonais. Ce que nous ne voulons pas, c'est que ces marques universitaires viennent éclipser totalement le système public gabonais, qui est un système tout à fait performant, parce que nous avons quand même le privilège d'avoir et de compter parmi les Gabonais des universitaires de très très haut rang. Et la qualité des enseignements prodigués, que ce soit à l'UOB ou à l'USTM, ne souffre d'aucun commentaire, puisque lorsque nos étudiants se retrouvent à l'étranger pour suivre des études complémentaires, ils ne sont pas les derniers de la classe et souvent ils apparaissent même comme les meilleurs. Mais comme vous dites, il est impératif que nous puissions nous mettre d'accord, que nous puissions améliorer la qualité de nos enseignements en ayant un calendrier universitaire qui soit véritablement appliqué. L'autre conséquence de cette question, c'est que si votre calendrier universitaire n'est pas arrimé au calendrier international, à la fin d'un cycle universitaire, vous avez vos diplômés qui en vérité ne peuvent même plus s'inscrire dans une université à l'étranger. Donc ce décalage va être perturbateur. Il va être perturbateur pour la vie des étudiants à venir. Il va être perturbateur pour l'Agence nationale des bourses du Gabon qui est supposée les envoyer à l'étranger pour ceux-là qui remplissent les conditions.
Il y a autant de facteurs sur lesquels on devrait pouvoir s'appesantir et qui a conduit le gouvernement effectivement à adopter ce calendrier universitaire. Est-ce que cette donne à l'échelle internationale ne nous oblige pas à mieux faire? Cette donne à l'international nous oblige effectivement à mieux faire, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire. Et si nous voulons effectivement compétir dans ce village planétaire, si nous voulons profiter des mêmes opportunités, nous devons nous aligner. Vous savez, même dans le cadre de la coopération internationale, il peut arriver que des pays offrent des bourses d'études aux Gabonais, qui souvent, des fois, ne peuvent pas simplement accéder à ces bourses, parce que simplement le calendrier universitaire ne coïncide pas simplement avec les rentrées, qui sont les rentrées fixées à l'international. C'est un impératif catégoriel. Oui, monsieur le ministre, est-ce que nous appesantir sur le LMD, le système licence, master, doctorat, qui aujourd'hui a cours sur le plan international? Et au Gabon, dans certaines écoles et facultés, l'on dit que ce système est à 2 vitesses. Est-ce vrai? L'adoption du LMD met le Gabon sur la scène de l'enseignement supérieur international. Parce que c'est ce qui a été adopté partout aujourd'hui dans le monde. Le LMD coule d'une directive, d'ailleurs de la CEMAC. C'est un impératif également. Il faut savoir qu'avant la mise en place du LMD, les conditions de promotion à l'intérieur des années universitaires n'étaient pas les mêmes. Puisque au départ, lorsqu'on s'inscrivait à l'université dans le système, on va l'appeler ancien, on s'inscrivait en première année, il y avait des examens, on passait en deuxième année, puis c'est seulement en troisième année qu'on s'inscrivait en licence. Avec le LMD aujourd'hui, il y a un ensemble de contraintes qui font que lorsque vous inscrivez à l'université, en première année, vous inscrivez directement en licence. Ce qui fait que le L pour la licence comme le M pour la maîtrise sont en vérité des blocs compacts d'enseignement, solidaires, qui ne peuvent pas être divisés. Il a fallu à plusieurs établissements déjà la possibilité de pouvoir s'adapter à ce nouveau système, parce que ce nouveau système appelle la réorganisation du contenu même des cours. Ce nouveau système fait également en sorte que ceux-là qui étaient déjà engagés dans l'ancien système ont cru qu'il y avait un ensemble de situations qui étaient identiques aux anciennes. Pour être plus simple avec vous, le problème s'est posé dans la mise en œuvre pour ce qui concernait la question de compensation de notes. C'est ce qui s'est principalement passé. Je crois que l'année dernière, nous sommes revenus, pas sur la décision, mais sur la possibilité que les choses se fassent à un rythme qui soit soutenu pour une application en vérité de ce système-là par tous. Aujourd'hui, vous avez des départements qui sont allés beaucoup plus vite que d'autres, d'autres qui prennent un peu plus de temps derrière, mais une chose est sûre, pour cette rentrée académique, je crois que l'ensemble des universités, surtout pour ce qui concerne le système public, est arrimé et ancré définitivement dans le LMD. D'accord, avant de poursuivre cette émission, notamment avec cette première série de questions, le principe de l'émission, je voulais présenter, Monsieur le Ministre, nous prenons en compte des réactions du public, et là, nous vous invitons à suivre quelques réactions des étudiants qui ont notamment exposé leurs attentes. Nous les écoutons. C'est stressant d'être dans un environnement où il y a des corps étrangers. Donc ça, c'est un message que nous lançons. C'est la restauration des franchises universitaires d'abord, parce que tant que les franchises universitaires sont levées, on n'est plus dans ce cadre estudiantin, dans ce cadre d'universalité où le débat est censé rester d'abord objectif et intellectuel. Il faut déjà permettre aux esprits de pouvoir penser librement, de pouvoir accoucher des idées librement, d'accord, que ce soit le corps administratif, le corps enseignant ou encore les étudiants et même le personnel à TOS, parce qu'après c'est frustrant. Nous attendons beaucoup du gouvernement, C'est vrai qu'ils ont déjà fait un pas. Je crois que l'État a beaucoup à faire. Si on parle rien que du fait de l'éclairage à l'université, qu'on est dans une université nationale digne de ce nom, on ne pense pas que les choses se passeraient ainsi. Déjà, l'université est plongée dans le noir.
l'université est plongée à chaque fois dans des mouvements de grève. Il faut bien que tout ça cesse. Vous avez entendu avec nous ces réactions et dans le même sillage, les franchises universitaires. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez entendu à propos des franchises universitaires. À quand le départ des forces de sécurité de l'UOB? Je crois qu'il est utile de faire un bref commentaire sur la question des franchises universitaires. Oui. Les franchises universitaires sont réglementées. Elles fixent en vérité la vie à l'intérieur des universités, des campus universitaires. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui doivent exister à l'intérieur des universités. Il faut éviter tout ce qui a caractère de débat politique. Il faut qu'à l'intérieur, on puisse préserver la sécurité des personnes et des étudiants. Il y a un ensemble d'éléments comme cela. La responsabilité que nous avons en tant qu'État, c'est de nous assurer que tous ces éléments qui sont d'ordre réglementaire puissent effectivement être présents à l'intérieur de l'ensemble de nos universités. Je crois que dans le cas que vous évoquez, il s'agit principalement de l'université Omar Bongo. L'université Omar Bongo, au sein de laquelle nous avons connu un ensemble d'événements cette année encore, au début de cette année. Des événements qui ont conduit à un ensemble de perturbations. Des perturbations qui ont eu pour effet non seulement d'abîmer des biens publics, c'est-à-dire des bâtiments, des bus, non seulement d'abîmer des biens privés, puisqu'on a des enseignants pour lesquels les véhicules ont été brûlés, caillassés, des événements qui ont remis en cause à certains instants l'intégrité même de certains des étudiants qui sont à l'intérieur de l'université. Nous, en tant qu'État, nous avons la responsabilité de protéger les personnes et les biens. Les forces de l'ordre qui sont à l'intérieur, je ne crois pas qu'elles ont une menace particulière. Elles sont là, c'est des forces tampons qui sont là simplement pour réguler, pour réglementer. Et je pense que depuis qu'elles sont installées, on n'a pas eu vent de quelques exactions majeures qui soient à l'intérieur de l'université. Ça nous amène à une question qui est fondamentale, c'est encore la question de la responsabilité. Si nous sommes d'accord pour appliquer dans son entièreté ces franchises, ça veut dire que nous devons garantir également aux uns et aux autres la liberté d'action, comme disait le jeune homme tout à l'heure, la liberté de parole, la liberté de circulation, mais également la sécurité des uns et des autres et la préservation des acquis. Et au titre de ces acquis, il ne faut pas ignorer l'ensemble des efforts qu'apporte le gouvernement depuis déjà quelques années. Dès son accession donc à la magistrature suprême, son Excellence Ali Bongo Ondimba a pris un ensemble de décisions. Au titre de ces décisions, il y a effectivement l'amélioration des conditions de vie, non seulement de l'étudiant, mais les conditions d'apprentissage et les conditions liées également à l'amélioration du cadre de l'enseignant. C'est pour ça que vous avez vu qu'à l'intérieur de nos universités, on a vu des nouveaux bâtiments à être créés. On va en parler tout à l'heure. Non, laissez-moi terminer, parce qu'on est sur la question des franchises. Il n'est pas tolérable, il ne peut pas être acceptable non plus de voir tous ces investissements, des milliards de francs CFA, être simplement détruits au motif que nous sommes dans l'université. Je voulais justement faire ce commentaire. Isaac Makanga, une dernière question. Monsieur le ministre, il se pose des problèmes des infrastructures au niveau des universités et des grandes écoles, notamment des auditoriums. Il semble que l'État ne suit pas. La population sortie s'accroît. Malheureusement, certaines structures posent problème, notamment les auditoriums, dans certaines grandes écoles et universités. Il y a encore ce problème de capacité d'accueil. Mais c'est la question véritablement de la massification des effectifs dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et la prospective, monsieur le ministre, la prospective. J'en arrive. Je reviens sur les efforts fournis par le gouvernement depuis au moins 4 ou 5 ans pour mettre à la disposition donc de nos infrastructures, à l'intérieur de nos infrastructures universitaires, d'infrastructures qui soient suffisamment modernes et qui soient suffisamment adaptées à l'amélioration des conditions de vie et celles de l'enseignant et de l'apprenant. Dans ce cadre-là, puisque vous évoquiez la question de l'UOB, j'aimerais vous dire qu'il y a un grand projet de revisitation de l'UOB, puisque avec l'Université de l'Oregon, il y a un master plan global qui a été mis en place pour revisiter non seulement la qualité des bâtiments, en améliorer également
améliorer également ce qui est l'existant et voir comment construire à l'intérieur de nos universités ces infrastructures-là pour qu'elles puissent accueillir effectivement le plus grand nombre d'étudiants dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. La suite de cette émission, le deuxième pan, concerne justement les infrastructures universitaires. À ce sujet, nous avons réalisé ce reportage que nous vous invitons à suivre, Monsieur le Ministre. Et tout de suite après, nous allons rentrer dans la deuxième série des questions. L'UOB, à l'instar des autres universités ou écoles supérieures du Gabon, temple de savoir ou usine à fabrique de l'intelligentsia Made in Gabon, offre depuis ces 5 dernières années un visage bien plus plaisant. C'est l'avis général. Étudiants et enseignants s'accordent en effet à confier que des avancées sont notées dans la liste chapelleresque de leurs revendications. 2 points majeurs semblent trouver l'assentiment de tous: la revalorisation des infrastructures avec la construction ou l'élargissement de nouveaux bâtiments, en l'occurrence des salles de classe, les restaurants ou des salles pédagogiques à l'UOB, l'ENS, l'ENSET ou l'ITO, entre autres. Sur le plan contenu, une prise en compte des revendications des enseignants et étudiants a conduit à l'amélioration des conditions de travail. Et si vous permettez à votre enfant de vous faire des propositions, vous allez voir, votre vie des familles va s'arranger automatiquement. Malgré ce beau tableau, beaucoup reste encore à faire. Dans le domaine des infrastructures, l'ENS connaît encore des salles de classe à effectifs pléthoriques, environ 50 élèves par classe en première année. Les bibliothèques ont des manuels usés par le temps, le nombre de places reste insuffisant au campus et le retard de la bourse observé chaque année. À l'heure du numérique, la connexion Internet reste un luxe pour le grand nombre, fait que déplorent la plupart des usagers dans les différents établissements universitaires. On vous vend Internet pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Il faut déjà avoir un support informatique comme un ordinateur portable. Ce n'est pas à la portée de tous les étudiants, ni de tous les enseignants d'ailleurs. Si sur le contenu à l'UOB, les étudiants semblent souffler, dans les écoles supérieures, ils continuent de subir les humeurs des enseignants. À l'ENS par exemple, bon nombre apparaissent en cours au gré de leurs humeurs. Les examens ne sont pas sérieusement préparés, une situation qui a pour conséquence de susciter le désespoir chez les futurs professeurs, dégoûtés de se retrouver victimes expiatoires du peu de conscience professionnelle de leurs aînés. D'autres problèmes assombrissent le tableau. Cependant, l'optimisme reste de mise selon l'avis général. La mise en place d'une mutuelle pour tous les étudiants, la continuité des travaux d'aménagement des infrastructures démontre le désir des gouvernants de parachever l'œuvre entamée, à la tutelle désormais de prendre en compte et d'assurer le traitement des propositions faites pour le succès véritable de toutes les réformes. Pas comme Moubele Boubeya, d'un côté nous avons la volonté du gouvernement de la République, une volonté manifeste, de l'autre il y a encore ce tableau sombre qui se dresse autour des conditions d'hébergement, de restauration, des bourses. Ange Snella Pambo de Télé Africa et Nadège Manda nous ont rejoints sur ce plateau. Nadège. Monsieur le ministre, déjà vous demandez une réaction par rapport au reportage qui vient de passer. Écoutez, ce reportage adresse plusieurs questions. Il y a la question non seulement de la restauration universitaire, il y a la question de l'hébergement, il y a la question des campus numériques, il y a plusieurs questions qui sont abordées. Par rapport à ça, si vous me le permettez, certains étudiants, et notamment des enseignants également, disent que vous avez certainement, ou plutôt l'État a certainement pensé à l'aménagement de nouvelles salles de classe. Mais en ce qui concerne de nouveaux restaurants également, mais en ce qui concerne par exemple le nombre de places au campus ou alors dans d'autres écoles comme par exemple l'ENS, beaucoup reste à faire. Il est sûr qu'il y a des choses à faire.
Il est sûr également que les conditions de vie des étudiants dans ces campus ne sont pas les plus salubres possibles et qu'à ce sujet, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Mais vous savez, les choses sont liées les unes avec les autres. Le campus est un endroit en vérité qui est occupé pendant l'année académique. Le cas des campus que nous avons à l'UOB, ce sont des campus qui ne sont occupés même pendant la période des vacances. Pour la simple raison que souvent, et on a évoqué la question du calendrier universitaire, il y a des superpositions dans la mise en œuvre de ce calendrier qui fait que depuis plusieurs années, ces campus n'ont jamais pu être libérés, soit pour qu'on les réfectionne, soit pour qu'on améliore la qualité simplement des installations qui sont à l'intérieur. Mais ceci étant, le gouvernement a fait tous les efforts possibles dans le cas de cette université principalement pour commencer à revisiter donc les conditions d'hébergement des étudiants. C'est dans ce sens d'ailleurs que le pavillon F, je pense, de l'université Omar Bongo a été revisité, il a été mis aux standards internationaux et c'est dans cette même veine d'ailleurs que le directeur général du CNU vient de conduire une mission à l'USTM à Franceville, mission qu'il avait déjà conduite également ici à l'Université des sciences de la santé, pour voir de façon concrète comment améliorer la vie, l'hébergement des étudiants dans nos universités. Mais laissez-moi vous donner quelques chiffres, parce que la question ne paraît peut-être simple, mais il est utile que vous ayez un ensemble de chiffres. C'est pour ça que nous sommes là, Monsieur le ministre. Le parc immobilier public du Gabon est le plus grand au Gabon, y compris si on compte les sociétés privées. Le parc immobilier de l'État en matière d'hébergement, c'est une capacité de 2300 lits, ça il faut le savoir. 2300 lits répartis entre 1200 lits à l'intérieur de l'université Omar Bongo, 830 lits à l'USTM et 200 lits à l'US. Donc c'est un parc énorme qu'il faut effectivement entretenir parce que nous avons des Gabonais qui y vivent et qu'ils doivent vivre dans les bonnes conditions, mais à la condition que les uns et les autres s'accordent pour pouvoir effectivement faire que les choses se passent au mieux. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur le nombre, vous disiez, de lits? Je disais que c'est un patrimoine de 2300 lits au total qui sont gérés par le CNU. Pour combien d'étudiants dans le besoin? Lits. Laissez-moi terminer, vous avez demandé que je donne les chiffres. Oui. Maintenant, j'espère que la prochaine question, ce n'est pas de me demander que je dois fournir un lit pour chaque étudiant qui est inscrit à l'université. Ce serait l'idéal. Ce serait éventuellement l'idéal, mais ça voudrait dire que vous êtes en train de remettre également en cause un pan de votre économie qui concerne l'hébergement des étudiants dans la cité, par les privés. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous êtes en train de souhaiter. Il y a aujourd'hui, effectivement, il y a un déficit puisque la couverture en hébergement ne concerne que 7% en vérité des étudiants à l'intérieur de l'UOB. Et il y a effectivement des efforts à faire, non seulement par l'État pour renforcer le parc immobilier, mais c'était un appel également au privé pour s'intéresser à ce secteur économique qui est également en pleine expansion. Et on voit que dans d'autres pays, c'est souvent le cas. Ouais, Monsieur le ministre, pardon, pour rester sur cette question relative à l'université Omar Bongo, qui est quand même la vitrine du Gabon en termes de formation, Rodrigue Tessamouanga, dans son propos introductif, rappelait si bien l'âge de cette université-là, créée en 70, ça fait 44 ans quand même que ça existe. On souligne les efforts qui sont faits par le gouvernement pour essayer d'adapter cette université aux mutations qu'impose l'évolution du monde aujourd'hui. Mais est-ce qu'il serait peut-être pas logique de construire une autre université dans Libreville, vu que la superficie sur laquelle a été bâtie l'UOB est très restreinte et que le nombre d'étudiants, aujourd'hui l'université Omar Bongo, c'est quoi, près de 20 000 étudiants? Est-ce que ce n'est pas devenu exigu? Je crois que la question de l'exécuté de l'université Omar Bongo ne se pose pas. Je voudrais vous dire que l'université Omar Bongo est construite sur une surface de 158 hectares. Ça, il faut le savoir. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un petit espace. Mais il s'agit de 158 hectares en pleine ville. Et si vous prenez la vue globale et aérienne de l'université Omar Bongo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de développement, effectivement, qu'on peut encore faire à l'intérieur de cette université. Mais la question que vous posez également est fondamentale, c'est celle de la création d'autres universités, que ce soit à l'intérieur de Libreville ou dans la périphérie de Libreville. Et cette question-là est une question pour laquelle nous sommes prêts à vous donner des réponses.
Le plus difficile, ce n'est pas de construire l'université. Le plus difficile, c'est de dire quelle formation à l'intérieur de ces universités. Ça nous amène à une question qui est la question cruciale. C'est la question, effectivement, de ce rapport. Les gens parlent d'adéquation, formation, emploi. Ça nous amène à résoudre et à répondre à cette question. Parce qu'en vérité, ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de former pour former. Pourquoi devons-nous former? Pour répondre à cette question, moi, en tant que ministre, j'ai un avantage. L'avantage que j'ai, c'est que son Excellence Ali Bongo Ondimba nous a offert le plan stratégique Gabon émergent. De ce plan stratégique Gabon émergent, il a fixé quel type d'éducation, quel type d'enseignement supérieur de recherche il veut pour le Gabon. Avec ce plan stratégique, nous avons décliné un ensemble de programmes, y compris le programme d'industrialisation de l'État. Donc, nous avons une idée d'où le Gabon va et quels sont les types de formations que nous devons offrir pour que les étudiants que nous avons dans nos universités ne soient pas, au sortir de là, des chômeurs, mais plutôt puissent trouver un emploi. C'est pour ça que je disais le plus difficile n'est pas de construire des bâtiments, mais d'aligner la qualité des formations que nous avons pour l'employabilité de ces jeunes. Monsieur le ministre, vous évoquez justement ces grands chantiers qui constituent une grande carte, on a vu, qui figure en place de choix dans le plan stratégique Gabon émergent. On voit bien qu'il y a des pôles de formation qui devraient être créés. Où en est-on avec ces chantiers? Et sur votre petit écran, vous pouvez justement découvrir cette carte. Vous aussi, monsieur le ministre, vous pouvez voir autant de pôles de formation en là. Exactement. Le ministre venait de parler donc de cette vision du président de la République. On voit que cette carte-là qui s'affiche à l'écran a été pensée. Vous êtes parti d'un constat par rapport à l'existant. Je veux dire, on n'a pas créé ces pôles de formation-là à l'emporte-pièce. Ça colle à une vision bien précise. Bien entendu. Pour revenir sur la cohérence... Mais déjà, où en est-on, monsieur le ministre? Où en est-on avec ces chantiers? J'en arrive. Pour revenir sur la cohérence de ce plan avec la cohérence du programme que nous avons l'obligation, c'est une obligation pour laquelle nous n'avons pas de temps même pour réfléchir, c'est que le Gabon, ce sont les corridors de développement. À l'intérieur de chacun de ces corridors de développement, il y a 10 pôles économiques. Chacun de ces pôles économiques a une spécialité. Et chaque spécialité a, dans chaque zone, un développement de formation qui sont liés. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que si vous prenez cette carte, vous allez voir qu'elle coïncide parfaitement avec, effectivement, ces pôles économiques. Maintenant, où est-ce que nous en sommes concrètement? Je crois que c'est ça qui vous intéresse. Vous verrez qu'à côté de ça, il a été créé l'Institut de pétrole et du gaz à Port-Gentil, et c'est un pôle qui est effectivement en mise en œuvre. L'école des mines de Moanda est également en pleine finition pour répondre effectivement à aux métiers qui vont concerner donc tout le cluster minier. Donc c'est que ce n'est pas des questions théoriques, ce sont les questions sur lesquelles nous sommes véritablement en train d'agir. Monsieur le ministre, lorsque nous regardons la carte, nous voyons bien que la plupart des provinces vont forcément être en activité ou vont recevoir notamment des chantiers, ont reçu des chantiers en ce qui concerne les universités. Seule une province, lorsqu'on regarde la carte, celle de la Nyanga, ne va abriter ou ne va recevoir qu'un lycée technique. Pourquoi cela? Je crois que l'approche que nous devons avoir, c'est une approche d'abord qui est nationaliste. Parce qu'il s'agit d'abord du développement d'une nation. Et que je suppose que la personne qui est formée dans le Guélolo pourra aussi travailler dans la Nyanga comme elle pourra travailler dans le Gué maritime. C'est pour ça que j'ai du mal à commenter sur votre réponse parce qu'elle me ramène... Sur la question, pardon, oui. Parce qu'elle me ramène à une dimension que malheureusement je n'ai pas prévue. Mais l'actualité faisant sur le développement d'ailleurs de ces nouvelles universités, c'est vrai que nous allons le développer. Et comme je disais tantôt, nous devons également renforcer l'existant. Aujourd'hui, nous avons une actualité qui est dense. Nous venons de suivre la communication de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne l'offre de santé au Gabon. Il a dit quelle était sa préoccupation. Des instructions nous ont été données aussitôt par Monsieur le Premier chef du gouvernement pour qu'on puisse adresser cette question.
Parce que le président de la République lui-même vous dit, nous avons aujourd'hui les hôpitaux de référence au Gabon, mais il faut que j'ai des médecins à l'intérieur. Nous avons la responsabilité en tant qu'enseignement supérieur de les former. Il faut que nous ayons des enseignants de rang magistral pour encadrer et fournir les professionnels dans les postes de chef de service que nous avons à l'intérieur de ces hôpitaux. Nous avons du matériel moderne qui a été installé dans ces hôpitaux. Nous avons la responsabilité de fournir des ingénieurs, des techniciens pour entretenir tout ça. Donc, la cohésion de ce que nous faisons est fondée et nous amène effectivement à prendre en compte la réalité des avancées et des instructions que nous recevons. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Esnella Ange, la formation occupe une place donc, de choix dans le PSGE. Comment donc se décline votre action, vous, et en ce qui concerne donc l'enseignement supérieur, et quels sont les moyens déjà mis en place pour y parvenir? D'abord, il faudrait que je vous dise que moi, je n'ai pas une action. Je suis un instrument et du président de la République et du Premier ministre pour mettre en œuvre un plan qui est global. Donc, c'est ce plan que nous mettons en œuvre. Les moyens que nous avons, je pense qu'on parlait de moyens, c'est les moyens financiers, matériels, intellectuels. Exactement. Parce que s'il faut limiter les moyens à la question financière, on ne répondrait qu'à une partie de la question. Il y a des questions qui sont liées les unes avec les autres. Lorsque je propose et que c'est accepté par le Premier ministre et par le Président de la République, une action dans le domaine de l'enseignement supérieur, elle appelle certainement d'autres composantes de la République à participer. Vous voyez, on a évoqué les questions, certaines questions à l'intérieur du l'UOB, mais ce sont des questions qui sont tout à fait transversales. Donc les moyens existent, ils sont inscrits véritablement et dans les lois des finances et dans les personnels qui sont mis à notre disposition. Monsieur le ministre, revenons sur l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi. Il y a des efforts qui sont faits pour remettre l'université Omar Bongo au goût du jour. Il y a des pôles de formation disséminés sur l'ensemble du territoire. Mais quid de l'adéquation formation-emploi, puisqu'il y a une exigence clairement définie par le président de la République qui veut faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Est-ce que cette vision est assise sur une formation adaptée justement à ce souci-là? Il faut déjà dire qu'il est important que l'on mette l'université Omar Bongo au niveau qui doit être de cette université-là. C'est-à-dire comme une vitrine de notre développement. Nous sommes tous d'accord avec ça. Parce que l'université, c'est la vitrine également de ce que nous voulons faire. Une deuxième chose, c'est que je disais que nous ne formons pas pour former. Nous formons pour un ensemble de destinations. Et la destination pour laquelle nous formons, c'est pour que nous soyons en phase avec le développement économique et social de notre nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai demandé au service du ministère de l'Enseignement supérieur, avec les responsables de nos universités, de nous passer en revue l'ensemble des filières de formation qui sont proposées. Une fois que cela a été fait, nous devons, et nous avons déjà commencé à le faire d'ailleurs, entrer dans un dialogue avec le monde professionnel. Parce qu'en réalité, c'est le monde professionnel qui va engager les gens que nous formons. Il ne s'agit pas pour nous de former pour former. Il n'y a aucun intérêt pour nous de former les gens et simplement qu'ils aient des diplômes et qu'ils repartent à la maison et que ces diplômes ne servent à rien. Vous savez, cette question est une question préoccupante, pour la simple raison que la formation dans une université publique a un coût. Elle a un coût et souvent on n'en parle pas. On a l'impression que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. L'État dépense énormément d'argent pour la formation de nos étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur public au Gabon. Monsieur le ministre, oui, dans le même élan, je souhaiterais s'il vous plaît que vous puissiez garder le fil de vos idées parce que nous avons une question sur notre page Facebook qui concerne justement la problématique de l'inadéquation formation-emploi et si la régie est prête, nous allons prendre cette question tout de suite. Difficultés rencontrées dans l'intégration du marché de l'emploi, notre système d'enseignement révèle encore de nombreuses carences dans l'adéquation formation-emploi. Comment résoudre cette problématique? Voilà, c'est une question du public. Je vous remercie. Je vais attaquer cette question, mais il est utile que je termine le développement que je faisais. Le coût de l'étudiant est l'agrégation de l'ensemble des coûts. Et l'étudiant dans l'université publique gabonaise a un prix. Ce prix n'est pas simplement les 9 000 francs qui concernent les inscriptions à l'université. Ce coût n'est pas simplement les 82 000 ou 83 000 que l'on reçoit en tant que boursier lorsqu'on est en première année. Ce coût doit comprendre également tout ce qui vient en subvention derrière.
On a parlé de la restauration universitaire tout à l'heure. Mais vous savez, dans l'enseignement supérieur public, nous servons 10 000 repas aux étudiants. 10 000 repas chaque jour au montant de 150 francs CFA. Mais 150 francs CFA, c'est à peu près le prix d'un œuf. Un œuf, c'est 125 francs. C'est vous dire. Lorsque vous agrégez l'ensemble de ces coûts, et de formation, et de fonctionnement, et d'investissement, et du coût des enseignants, vous allez voir que l'étudiant gabonais dans l'université publique gabonaise nous coûte aussi cher, sinon des fois plus cher qu'un autre étudiant. Maintenant, pour revenir à la question, parce qu'il ne faut pas qu'on l'élude, celle effectivement de l'employabilité, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Nous passons en revue l'ensemble des filières que nous avons. 1. Nous soumettons ces filières au monde professionnel, qui est en mesure de nous dire si nous sommes effectivement sur le droit chemin de leurs attentes en matière de personnel employé plus tard. C'est important. Cet exercice, nous l'avons commencé d'abord de 1, parce que nous avons cette année publié l'offre de bourse au Gabon, qui fait ressortir l'ensemble des formations qui sont impératives pour la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et pour répondre à la préoccupation du président de la République de faire du Gabon un pays émergent en 2025. Ces offres de bourse existent, elles ont été mises à la disposition de l'ensemble de nos universités et grandes écoles et elles sont consultables, publiées même au journal officiel. Vous parlez d'offres de bourse, monsieur le ministre. On a constaté qu'il y a encore quelques jours de cela que le trésor public gabonais a été saccagé par certains étudiants qui justement manifestaient leur courroux, leur ire à la suite de non-paiement de leur bourse. Comment comprendre qu'on en soit encore là à poser de tels actes? Il est utile de restituer les faits. L'incident qu'il y a eu récemment n'est pas dû au non-paiement de la bourse, parce que nous étions bien le 10. L'incident qu'il y a eu, c'est que simplement l'automate qui distribuait l'argent était hors service, ce qui est deux choses complètement différentes. Mais ça appelle encore une autre question, c'est la question simplement de la bancarisation des étudiants. Ce qui a été fait et ce qui a été proposé à l'ensemble des étudiants, et c'est des négociations qui viennent d'aboutir d'ailleurs avec le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, auprès de 4 banques gabonaises qui ont accepté la bancarisation des étudiants. Et l'une de ces banques est d'ailleurs prête à s'installer à l'intérieur de l'université Omar Bongo, puisqu'on parle beaucoup d'elle ce soir, pour mettre à la proximité de l'étudiant les systèmes bancaires. Parce que ça aussi c'est important, que nous n'ayons pas des queues à un seul endroit avec un ensemble d'étudiants qui chacun venant là avec sa carte et lorsqu'il n'a pas accès à l'argent cause des problèmes. Vous-même, je suppose que vous avez un compte bancaire, vous avez certainement une carte bancaire, mais ça vous arrive aussi d'aller à la banque et de trouver que le guichet est hors service ou simplement qu'il n'y a plus d'argent à l'intérieur. Ce n'est pas pour ça que vous cassez le guichet de banque. C'est pour ces questions-là, je dis, lorsque l'on s'en prend également dans ces cas-là au bien public, j'espère que les autorités compétentes vont prendre les sanctions qui s'imposent à l'endroit de ceux-là qui saccagent aussi librement donc, les installations publiques. Dernière question. Monsieur le ministre, vous disiez tantôt, permettez-moi de reformuler votre phrase, en tout cas l'essentiel, c'était que le Gabon dépense beaucoup pour son étudiant, ou pour ses étudiants. Si vous me permettez de reformuler votre phrase ainsi, ou de la résumer ainsi. Je voulais, par rapport à cela, il y a un problème ou une situation qui a été présentée donc, à certains confrères, c'est celle des étudiants de l'ITO, qui est une école supérieure au niveau d'Ovendo. La première promotion est aujourd'hui à la maison. Tout simplement parce qu'à l'ITO, il y a une formation, la formation est en deux filières. Il y a la filière tertiaire et la filière industrielle. La filière industrielle n'a pas de second cycle au Gabon et donc la première promotion qui a fini son premier cycle est aujourd'hui à la maison. Que vont devenir ces étudiants? Je crois que c'est une question fondamentale que vous posez qui est liée simplement même à la raison d'être de l'ITO. Vous savez, le gouvernement se préoccupe effectivement de l'avenir de ses citoyens au centre duquel il y a la jeunesse et l'étudiant, sans lequel, au sortir de ces études, nous ne serons pas capables de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés dans tous les cas. Donc c'est impératif que nous puissions adresser ces questions. Et cette question de l'ITO est d'autant plus importante que l'idée de la création de l'ITO vient des questions liées à l'orientation
de jeunes Gabonais que nous avons et qui sont au lycée technique et qui suivent donc des séries telles que les F, ainsi de suite. Il est toujours question d'ailleurs pour ces étudiants-là d'être orientés dans ces établissements-là pour qu'ils puissent effectivement trouver non seulement des filières en rapport avec leur formation initiale, mais pour également que les formations qu'ils reçoivent leur permettent d'insérer facilement le milieu du travail. Vous voyez, vous êtes donc d'accord avec moi lorsque je vous dis que nous sommes en train de revisiter les offres de formation. Oui, monsieur le ministre, ce n'est pas à nous d'être d'accord avec vous, c'est plutôt au public qui nous suit d'être d'accord avec vous. Oui, mais quand je dis vous représentez le public, puisque vous posez des questions à leur place. C'est pour ça que je me permets de le dire vous. C'est pour dire que cette problématique est effectivement au centre de nos préoccupations. Parce qu'il ne peut pas être possible d'accepter que nous dépensions, comme je disais, autant pour la formation, l'enseignement supérieur au Gabon. C'est plus de 120 milliards de francs CFA par an pour qu'au sortir de là, nous ne puissions pas offrir des emplois aux personnes que nous avons formées. C'est la préoccupation qui est la nôtre et nous faisons tout pour que ces formations que nous offrons soient véritablement adaptées. Ce qui va m'amener à la dernière question. Vraiment une dernière question, voilà, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, ce qui va m'amener à la dernière question, et on va revenir sur la carte. Le plan stratégique Gabon émergent a présenté donc une orientation 2011-2016. Nous sommes en 2014. Quand est-ce que les chantiers que nous avons vus vont finalement être réalisés? Quand est-ce que les promesses que vous êtes en train de faire maintenant vont finalement se réaliser? Vous parlez de quel chantier, de quelle promesse? Les chantiers par rapport aux établissements, les pôles de formation à travers l'étendue du territoire national, voilà, qui sont des projets qui sont très attendus. Et également par rapport à ce que donc vous veniez de dire également maintenant. Par rapport à... Moi, je crois que si vous allez à Port-Gentil, vous allez voir l'Institut du pétrole et du gaz. Hein. Ce sont des choses qui existent. Oui. Si vous allez à Franceville, vous allez voir l'école des mines. Bien sûr. Moi, si je vous me demande allez à quand est-ce que les projets seront terminés? Mais à l'intérieur, vous avez aujourd'hui, vous commencez à voir des enseignants et des élèves. Donc, ce sont des choses qui sont en action. À Boué également, avec la cité... verte de l'éducation. Non, la cité verte de l'éducation. La cité verte. À partir de ce moment-là, demandez-nous c'est quoi la cité verte de l'information. Voilà, parlez-nous-en. De l'éducation. Oui. La cité verte de l'éducation est un pôle central où l'on va rencontrer l'ensemble des métiers qui sont liés non seulement aux questions environnementales, mais tout ce qui concerne la gestion et le développement durable. Toutes les questions liées au développement durable. Vous savez, même lorsque l'on construit une maison, nous faisons des plans. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent et qui est indiqué dans la carte que vous avez. Une fois que vous les avez, vous prenez des contracteurs pour commencer à mettre en œuvre le plan. Ce sont des plans qui vont s'exécuter. L'exécution de ces plans a commencé et je crois que très rapidement, on devrait commencer à voir... D'ici à 2016 ? D'ici à 2016, plusieurs de ces chantiers auront largement avancé, madame. Merci Nadège Bonda et Ange Snela-Pambo pour toutes vos questions. Vous connaissez le principe de l'émission, monsieur le ministre. Nous recevons également les réactions du public. Et là, tout de suite, une réaction par SMS au 02 75 75 75. La question, la prolifération des établissements supérieurs privés ne va-t-elle pas relayer au second plan ceux du public ? Voilà, vous avez la question. La prolifération des établissements supérieurs, je ne pense pas du tout. C'est la question du public. Monsieur Tessamouanga, au contraire, nous avons besoin d'un secteur privé d'enseignement supérieur dynamique qui vienne soutenir l'État dans son effort de formation. Le Gabon, depuis les années 60, envoie des étudiants à l'étranger. Souvent, les étudiants gabonais à l'étranger sont dans les établissements d'enseignement supérieur privé à l'étranger. Donc, en vérité, nous participons déjà au système d'enseignement supérieur privé à l'étranger. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, et l'engagement que nous continuons à soutenir, c'est de rapprocher ce système d'enseignement supérieur privé au Gabon. D'abord, avec des répercussions économiques pour le Gabon, parce qu'au moins cet argent n'est plus dépensé à l'étranger, mais il est dépensé ici. Il y a également une question de proximité pour les parents qui ne sont plus obligés d'envoyer souvent leurs enfants à l'étranger,
dans des établissements, des fois, qui sont de très mauvaise qualité. Et il nous est tous arrivé de voyager et de voir, des fois, les endroits où sont inscrits nos compatriotes. Et des fois, on se demande ce qu'ils y font. Maintenant, la question, c'est la qualité. Vous abordez là la question de la notion de qualité de ce qui se fait dans l'enseignement supérieur privé au Gabon. En ce moment, nous venons d'accueillir le CAMES, la Conférence africaine et malgache sur l'enseignement supérieur au Gabon. Et je lisais dans le journal de l'Union de ce jour, et vous avez vu qu'il y a une association qui existe des établissements d'enseignement privés, qui est organisée et qui, elle, est affiliée au CAMES. Qui de mieux que le CAMES dans la région africaine peut garantir la qualité des enseignements que nous avons dans nos établissements d'enseignement supérieur privés? Ces établissements d'enseignement supérieur privés qui ont le blanc-seing non seulement du CAMES, mais qui sont conventionnés également avec l'État, sont ceux-là des établissements que nous soutenons. Maintenant, il semblerait qu'il y ait quelques établissements d'enseignement supérieur privé qui commenceraient à proliférer ici. Nous avons donné des instructions pour que l'on puisse mettre fin à la prolifération de ce type d'établissement et ce n'est pas acceptable. S'agissant du CAMES, Monsieur le Ministre, nous allons certainement y revenir, mais voilà qui nous renvoie au dernier pan de cette émission, la recherche scientifique au Gabon. On s'achemine peut-être vers la fabrication d'un médicament contre le paludisme à partir des plantes médicinales. Les travaux de recherche sont conjointement réalisés par l'IFAMETRA et l'URM. Nous nous retrouvons juste derrière ce reportage pour la dernière série des questions. Cette étude a été effectuée conjointement par le docteur Sophie Abougué de l'IFAMETRA et le docteur Ludovic Méonneau de l'URM sur 3 plantes utilisées dans la médecine traditionnelle. On va en forêt. On récolte les écorces de plantes. Et on ramène ces écorces, on les découpe et on les sèche. Donc après séchage, on broie les écorces avec un broyeur adapté. La poudre obtenue va d'abord nous servir dans un premier temps à faire un screening chimique. Et ce screening chimique nous permet en fait déjà de voir les différents groupes de molécules qu'on trouve au niveau de notre plante. Et ceci nous permettra de faire une extraction en fait bioguidée. On va peser 100 grammes. Et les 100 grammes, on va les mettre dans un litre d'eau distillée et faire une macération à froid pendant 24 heures. On peut aussi utiliser les solvants organiques comme l'éthanol avec la même quantité de poudre, 100 grammes, qu'on met dans un litre de méthanol et on fait aussi une macération à froid pendant 24 heures. Après 24 heures, on filtre. Pour le cas de l'eau, on congèle notre solution, on lyophilise en fait pour obtenir une poudre. Pour les cas des solvants organiques comme le méthanol, on passe au rotavapor et on obtient une poudre à la fin. Les tests réalisés en laboratoire présentent une activité antibactérienne intéressante. On a commencé les tests au niveau bactérien en fait. Dans nos tests bactériens, on a une très bonne activité de nos 3 plantes et une bonne activité aussi antiplasmodiale, 2 plantes en fait qui donnent une très bonne activité contre le paludisme. La forêt gabonaise regorge d'un potentiel inestimable. Valoriser la médecine traditionnelle est l'objectif des chercheurs gabonais qui veulent dans cette démarche trouver un lien avec la médecine dite occidentale. La recherche scientifique, le dernier pan de cette émission, et Marie-Josée Ndombi, journaliste scientifique, et Innocent Mbadouma de l'Union nous ont rejoints sur ce plateau. Monsieur le ministre, vos questions. Référentiel de l'action gouvernementale, le plan stratégique Gabon émergent prévoit effectivement de doper la recherche scientifique, condition sine qua non de développement des nations. On connaît la relation qui existe entre la recherche-développement et l'accélération des processus de développement des pays, dans le cas des pays des grands émergents.
Monsieur le ministre, nous allons de prime abord vous demander de nous dresser un peu l'état des lieux de la recherche fondamentale, la recherche appliquée et peut-être la recherche expérimentale au niveau du Gabon. De façon globale, il me doit de vous dire que la recherche est au centre de tout développement. Il ne peut y avoir d'avancée, il ne peut y avoir de développement s'il n'y a de recherche. Comme il ne peut y avoir d'enseignement s'il n'y a de recherche, puisque l'enseignement n'est que le résultat de la recherche. C'est ce qui place effectivement la recherche au centre même de notre problématique globale, véritablement. Il est également utile que je vous dise que pour ce qui concerne l'Afrique, la recherche, c'est 1% de la recherche mondiale. Pour ce qui concerne le Gabon, la recherche au Gabon, c'est 3% du PIB, la création de la richesse. C'est une préoccupation qui a été suffisamment élevée pour que le président de la République mette la recherche effectivement au cœur de la problématique de développement au niveau du Gabon. Le Gabon fait des efforts considérables parce qu'il existe déjà, nous avons un centre national, le CNRS qui existe, avec un ensemble d'instituts qui lui sont attachés. Tout à l'heure, vous avez mentionné, on a vu un reportage sur le cas de l'IFAMITRA, mais il y a d'autres instituts, que ce soit l'IRCH, l'IRET. Et bien des laboratoires privés. Et il y a également des laboratoires privés qui sont également, auxquels contribue également le Gabon et qui contribuent également aux efforts de recherche. Je vais penser par exemple au CERMEL, qui est le centre de recherche médicale de Lambaréné, et qui adresse également les mêmes questions sur le paludisme, ou encore du CIRM à Franceville, qui adresse les questions sur Ebola ou sur le VIH-Sida. C'est pour vous dire que c'est effectivement fondamental que cette recherche-là soit au cœur de tout développement. Et comment le gouvernement accompagne cette recherche fondamentale, la recherche appliquée? Concrètement, comment cela se passe? D'abord, cette recherche est soutenue, à travers des financements directs, parce qu'il y a des inscriptions budgétaires qui sont inscrites, peut-être pas suffisamment, pour certains de ces laboratoires ou instituts de recherche. Il faudrait effectivement, c'est selon, par rapport à la nature de la recherche qui est faite, il y a le soutien que l'État apporte également dans le cadre de notre partenariat avec l'international. On a mentionné le CERMEL tout à l'heure, on a mentionné le CIRM également dans la liste que je faisais tout à l'heure. Monsieur le ministre, le gouvernement, vous le disiez tantôt, apporte un soutien de l'ordre de 3% dans la recherche scientifique. Ceci nous amène à vous poser la question, est-ce que le chercheur gabonais a-t-il un statut? Si oui, comment se décline-t-il en termes d'activité, de carrière et de salaire? Le chercheur gabonais a un statut. Il reste que cela figure parmi les recommandations ou bien ce que veulent les chercheurs aujourd'hui, les universités gabonaises. Un statut particulier. Je vous parle de l'existant. Aujourd'hui, au Gabon, on parle d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, déjà. Donc les chercheurs ont un statut qui est le leur, et comme leurs collègues enseignants bénéficient presque des mêmes avantages matériels. Mais au-delà de ces questions qui sont tout à fait préoccupantes, il faut dire que ce qui importe pour nos chercheurs, et nous avons des directeurs de recherche de très haut vol, parce que nous en avons qui sont hautement qualifiés, ce qu'ils recherchent, c'est effectivement le renforcement de la commande publique en matière de recherche. Nous avons un ensemble d'instituts qui existent, nous avons des laboratoires nationaux qui existent, nous devons tout faire pour exploiter ces laboratoires, pour exploiter ces chercheurs qui en vérité sont à la disposition de l'État gabonais sur chacune des questions, chacune des problématiques qui pourraient nous concerner. Et qu'en est-il du chercheur indépendant? Le chercheur indépendant est dans une situation tout à fait particulière, parce que d'abord c'est un chemin qu'il a choisi de suivre avec des financements qu'il peut avoir soit directement, soit indirectement à travers donc, les organismes nationaux, les organismes internationaux. Et la participation de ce chercheur indépendant participe également aux 3% que je citais tout à l'heure du PIB, donc de développement de la nation.
Pour terminer avec la question du statut, je vais vous prendre un exemple. Avant de venir sur ce plateau, j'ai rencontré un chercheur qui, en activité, avait 1 200 000 et à la retraite, s'est retrouvé avec 350 000. Un niveau de vie complètement bouleversé. Et là, c'est la question du statut. Vous savez, la question que vous posez, c'est une question que nous avons à l'ordre du jour dans les réunions périodiques que nous avons avec, par exemple, les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs, puisque la question du statut a été posée sur la table. C'est l'objet des discussions presque hebdomadaires que nous avons pour dire que ce qui est important, ce n'est pas tant la prime d'incitation à la recherche qui les intéresse, mais c'est effectivement la prise en compte de leurs conditions de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs pour que, lorsque l'on arrive à la fin de sa carrière, une carrière qui est souvent couronnée de succès, on puisse décemment vivre effectivement avec les éléments qui seront issus donc de sa pension de retraite. Au sein de nos universités et grandes écoles, il existe des centres de recherche. Oui. Aujourd'hui, la question c'est comment accompagner ces centres de recherche, comment les arrimer aux standards internationaux, la politique du gouvernement dans ce sens. Déjà, il faut dire que dans nos universités, il y a la question de la gradation universitaire, qui est au centre même de la recherche. Puisque, comme vous le savez, les enseignants, comme les chercheurs, ont tous des qualités et des rangs, d'assistant à maître de conférence ou à professeur titulaire. Et chacune des gradations qu'ils ont est liée au résultat ou la capacité qu'ils ont des fois de faire la recherche pour progresser. C'est déjà un type de recherche qu'il y a. Mais je crois que la question centrale que vous posez, c'est véritablement celle de la commande publique. Comment nous faisons, nous, en tant que Gabon, et ce sont les efforts que nous sommes en train de faire, pour que nous puissions, comme nous sommes en train de le finaliser maintenant, déterminer quels sont les domaines de recherche qui sont prioritaires pour l'État. Et sur la base des domaines de recherche qui sont prioritaires pour l'État, et nous l'avons bien vu dans les domaines du bois, comme on voit, dans les domaines des mines, dans les domaines de la médecine, dans un ensemble de domaines, à partir de ce moment-là, nous puissions concentrer effectivement la commande publique vers ces éléments-là pour qu'on puisse effectivement encourager ces chercheurs-là, pas uniquement pour les encourager, mais pour qu'ils puissent effectivement contribuer au développement de la nation par le résultat qu'ils auront apporté par leur recherche. Monsieur le ministre, c'est le cas du CERMEL justement qui a mis au point un vaccin RTSS contre le paludisme. Oui. Est-ce que le gouvernement apporte un appui à ce centre de recherche médicale parce qu'ils sont aujourd'hui à la phase 3 après quelques essais cliniques dont les résultats ont été probants? J'ai eu le privilège de rencontrer les responsables de ce centre il n'y a pas longtemps encore. C'est déjà pour vous dire qu'effectivement le gouvernement attache un intérêt tout à fait particulier et que d'ailleurs les contributions financières même du gouvernement vers cette institution vont être revues et même revalorisées. Effectivement, nous suivons bien les activités de ce centre de recherche. On ne saurait parler, Monsieur le Ministre, de la recherche scientifique sans évoquer l'innovation technologique. Nous voulons vous présenter cette compatriote. Il y en a d'autres, bien sûr, qui participent justement à l'innovation technologique. Cette compatriote, Larissa Mathieu Bingouma, qui présente une machine de production d'huile d'amande, un outil qui va réduire la pénibilité du travail des producteurs de la filière. Nous nous retrouvons juste derrière. Cette machine conçue pour une utilisation domestique est la dernière invention de Larissa Mathieu Bingouma. C'est une machine qui sert à produire l'huile d'amande, l'huile de coco, l'huile d'arachide, qui se fait sans fumer, qui se fait à base de gaz. Vous pouvez le faire dans votre cuisine, où vous voulez, sans risque de fumer. Vous avez ici le couvercle, vous avez ici la marmite cocotte. Ici, on met le récipient pour recueillir l'huile et la machine va produire. On ouvre ici, vous voyez la marmite cocotte, là où on met le produit. Vous avez son couvercle ici. Le trou sert à sorte que lorsque la machine presse l'huile, ça puisse sortir par ici. Et le filtreur filtre l'huile pour que ça sorte déjà propre et ça coule dans le récipient. Ici, vous avez le filtreur où l'huile sort, ça sort déjà bien filtré et ça tombe dans le récipient. Donc on recueille déjà l'huile déjà bien filtrée. Lorsqu'on allume, vous voyez ici là, c'est le feu
qui va servir à chauffer la marmite. Ici, il y a le filtreur où l'huile va couler. Et si vous avez le bouton, vous allez mettre d'abord votre gaz. Vous prenez le bouton, vous allumez votre feu et vous laissez chauffer la marmite. Production de l'huile de qualité en moins de temps, protection de l'environnement assurée, moins d'efforts physiques à fournir, ce sont entre autres les avantages de ce prototype. L'avantage de ma machine est d'éviter tout ce qu'on faisait avant au feu de bois. Avant, on fabriquait l'huile d'amande au feu de bois. Et après, ça a des conséquences graves. Après, c'est problèmes de yeux, des problèmes de dos. Et on ne gagne pas en temps. Et voilà pourquoi j'ai réfléchi d'inventer une machine qui fonctionne avec le gaz. Vous le faites dans votre cuisine, sans fumer. Larissa Mathieu Bingouma, qui compte sur l'appui des industriels pour une fabrication en quantité de la machine, attend également le soutien du gouvernement pour valoriser les inventeurs gabonais. Voilà un produit Made in Gabon qui peut être vendu à l'intérieur comme à l'extérieur et qui peut aussi montrer au monde entier qu'il y a aussi les inventeurs au Gabon qui peuvent faire de grandes choses. Larissa Mathieu Bingouma se considère comme la fierté vert jaune bleu après les médailles d'or de la meilleure femme inventeur décernées par l'OMP en 2004 à Libreville et en 2005 à Bata en Guinée équatoriale. L'innovation technologique, désormais rattachée au ministère de l'Industrie, vous le savez, mais c'est un secteur dans lequel le gouvernement s'investit et nous avons tout de même la chance de vous avoir sur ce plateau, pas comme Moubele Boubeya, puisque vous êtes un des artisans du plan stratégique Gabon émergent. Votre question concernant la propriété intellectuelle, Marie-Josée. Oui, Monsieur le ministre, après avoir suivi, nous en convenons, avec une attention soutenue, le fruit de la réflexion de notre jeune compatriote, nous voulons affirmer, sans risque de nous tromper, que le brevet est un titre confère à son titulaire un droit d'interdiction de l'exploitation par un tiers de l'invention brevetée. Ceci nous amène à vous poser la question de savoir si le Gabon a mis en place des mécanismes de promotion et de valorisation des résultats de la recherche scientifique, de l'invention et de l'innovation. Existe-t-il un accompagnement à l'endroit des chercheurs et autres inventeurs pour protéger les résultats de leurs travaux? Je me réjouis déjà de voir que cette compatriote a pu développer un produit dont le côté pratique ne peut pas être mis en question. Je me réjouis également de voir qu'elle a pu obtenir plusieurs brevets et prix au niveau international. Pour ce qui concerne le Gabon, vous disiez tout à l'heure qu'il s'agit des questions d'innovation. Au Gabon, il existe un centre de promotion donc de tout ce qui concerne les propriétés industrielles, c'est le CEPIG. C'est le CEPIG qui est le référent national en cette matière. Le CEPIG qui lui-même est rattaché à l'Organisation mondiale de la protection internationale, qui est rattaché à l'OAPI. Donc, qui assure et qui garantit effectivement que les brevets sont bien déposés et qu'ils ne peuvent être exploités par d'autres personnes que par le détenteur donc, du brevet. Maintenant, le soutien qu'il peut avoir derrière peut être multiforme. Ça peut être une initiative tout à fait privée, parce que vous avez un brevet, et vous décidez qu'avec votre brevet, vous allez monter un business plan, vous allez monter effectivement un projet et que vous allez vous adresser auprès de partenaires privés également pour vous aider à développer votre produit. Beaucoup de gens le font. Pour ce qui concerne le Gabon, nous, la responsabilité que nous avons à travers le CEPIG, c'est effectivement d'encadrer tous ceux-là qui ont besoin d'assistance pour monter ce type de dossier et pour aller rechercher des financements. Depuis quelques années, le prix Sénarest a permis de découvrir les résultats de la recherche scientifique au Gabon, dont plusieurs candidats ont été primés. Qu'en est-il du suivi de tous ces lauréats? En exemple, nous citerons le produit Palmilan du docteur Rondi Marie-Louise, reconnu pour le traitement des grands brûlés et de l'ulcère de Bourli. Le gouvernement a-t-il apporté un soutien à ce docteur en pharmacie pour protéger sa trouvaille
Ou, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que cette découverte aurait pu permettre à notre pays de disposer d'un médicament reconnu par l'OMS et vendu à travers le monde? Vous savez que la question de l'URSL du Burkini est une question préoccupante dans nos villes et dans nos campagnes. Et le fait qu'une compatriote effectivement puisse faire des avancées dans ce domaine ne peut effectivement que nous encourager à l'assister effectivement. Mais puisque vous le liez au prix du Sénarest, le prix du Sénarest lui-même est composé d'un ensemble d'éléments. Des éléments qui sont des éléments de récompense qui sont mis à la disposition de nos lauréats pour que, avec le fruit de ces récompenses, ils puissent également se promouvoir et financer effectivement la promotion de leurs inventions ou des résultats de recherche qu'ils ont. Monsieur le ministre, juste avant de passer à la dernière question de notre panel, revenir un peu sur l'accompagnement de la recherche. On constate que dans les grandes nations industrialisées, grandes nations industrialisées, souvent la recherche est appuyée à 60% par les secteurs privés, les entreprises. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mécanisme de motivation, de mise en cohésion des chercheurs et du secteur privé? Tout à l'heure, j'ai évoqué simplement la question de la commande publique. Évidemment, avec la commande publique et la commande privée. C'est cette commande privée que vous évoquez qui est généralement de 60%. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que les recherches qui sont faites sont soit commandées par le secteur public pour ses propres besoins, soit commandées par le secteur privé. Et c'est le secteur privé, lorsque les recherches sont en phase avec ses besoins, qui effectivement les finance. Le ministère pourrait jouer le rôle d'interface. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est pour cela qu'au début de l'émission, il vous souviendra que nous avons engagé un ensemble de discussions avec le secteur privé. Ensemble de discussions qui sont liées non seulement aux offres de formation, pour que les entreprises puissent nous indiquer de façon claire quels sont les types de formations qu'ils voudraient avoir pour nos étudiants et pour nos diplômés. Discussion également avec le secteur privé pour savoir comment est-ce que nous allons traiter la question de la commande privée pour que, effectivement, nous puissions faire profiter de nos chercheurs des dispositions qui sont prises par le monde du privé. Monsieur le ministre, Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter les assises du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Vos dernières questions, Marie-Josée Ndombi, Innocent Badouma. Oui, il avait été arrêté justement un plan stratégique de développement du CAMES. Le Gabon est membre du CAMES et gère d'ailleurs le secrétariat général. C'est savoir un peu comment le Gabon joue dans cette compétition du CAMES. D'abord, il faut dire que le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Créé à Niamey en 1968, le Gabon est fondateur. Le président Omar Bongo fait partie des pères fondateurs du CAMES. Il se trouve heureusement pour nous aujourd'hui que le secrétaire général de cette organisation, de cette noble institution, est gabonais, puisqu'il s'agit ici du professeur Bertrand Bachi. Nous avons eu le privilège d'accueillir successivement un ensemble d'événements qui sont liés au CAMES. D'abord, nous avons eu la réunion des experts du CAMES, puis le conseil des ministres du CAMES, pour effectivement passer en revue les questions liées au plan stratégique de développement du CAMES qui sont sur 7 axes. Et les 7 axes en question appellent les notions d'assurance qualité, on l'a vu, les questions de gouvernance qui ont été évoquées, et toutes ces problématiques qui sont liées à l'amélioration de la qualité de notre enseignement supérieur au Gabon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est clos. C'est terminé la dernière manifestation, la table ronde du CAMES, qui s'adressait aux partenaires techniques et financiers pour venir soutenir effectivement le financement donc, des activités du CAMES et son plan stratégique de développement. Le ministre que vous êtes est aussi coordonnateur du plan stratégique Gabon émergent. Quelle est la place de la recherche scientifique dans ce vaste programme? Quel est, et c'est ma dernière question, le projet du ministre Pacome Mobele Boubeya pour la mise en œuvre du PSG, cher au président de la République en matière de recherche scientifique? Je suis désolé de vous dire que Pacome Mobele Boubeya, à titre personnel, n'a pas de projet particulier. Pacome Mobele Boubeya a eu une instruction qui est claire par sa nomination en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour mettre en œuvre un projet de société et un programme du président de la République conduit par son Premier ministre. Donc, à titre personnel, j'aurais du mal à dire que voici mon programme. Le programme que j'ai à exécuter, c'est de mettre
et l'étudiant et le chercheur au centre du développement économique de notre nation et de fournir tous les efforts nécessaires pour que nous puissions approcher de l'objectif de 2025 avec le capital humain nécessaire pour que cette réalisation se fasse sans encombre et sans difficulté. Et comment ça va se faire concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le début de l'émission? Non, pas du tout. Mais, monsieur une dernière question. Une dernière question. On a vu que le plan, sur les 16 milliards du plan stratégique de développement du CAMES, il y a 12 milliards dans la démarche qualité. L'action 64 du plan stratégique Gabon émergent vise effectivement à rehausser la qualité, la démarche qualité au niveau de nos universités. Votre démarche, monsieur le ministre? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'au niveau du CAMES, je vous ai cité certaines des priorités qui sont liées de la question de la qualité. Notre référentiel au Gabon, c'est le CAMES avec le programme qualité. Au Gabon, nous avons adopté depuis un certain temps, je crois que ça fait moins d'une année, ce qu'on appelle le CESAC au niveau du Gabon. C'est le centre qualité de l'enseignement supérieur pour garantir non seulement la qualité des enseignements, garantir la qualité et la capacité de vérification, de régulation des enseignants et des chercheurs. Donc, sur cette voie-là, le Gabon également, c'est à la suite donc, des recommandations du CAMES, aligné et en train de mettre en place sa structure également d'assurance qualité. Merci, monsieur. Pacom Moubélé Boubeya, merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de ce deuxième numéro de notre émission, Faire savoir. En termes de conclusion, nous sommes en pleine rentrée académique 2014-2015. Votre mot de conclusion? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné la possibilité de venir m'exprimer sur ce plateau. Je voudrais également dire que le développement de la nation est une préoccupation qui concerne l'ensemble des Gabonais. L'ensemble des Gabonais, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient déjà professionnels ou pas. Et que c'est notre responsabilité à nous tous de faire en sorte que nous puissions nous mettre en ordre de bataille pour atteindre les objectifs de développement fixés par le président en 2025. Pour revenir de façon plus spécifique, je voudrais me réjouir de voir les avancées énormes qui se font au niveau des universités publiques et privées en République gabonaise. Le cas de l'université Omar Bongo est le plus patent parce que nous avons vu récemment encore qu'au sein de cette université, il y a eu une élection d'une mutuelle d'étudiants. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous avons enfin un groupe représentatif des étudiants de cette université qui va pouvoir, en qualité de partenaire, discuter avec les autorités décanales et rectorales et éventuellement même avec les autorités telles que l'Agence nationale des bourses du Gabon ou le CNU pour participer effectivement donc au développement de cette université-là. C'est ce type de dynamisme que nous recherchons de la part des étudiants responsables pour pouvoir porter l'enseignement supérieur public gabonais. Mais nous disons également que l'enseignement supérieur, c'est aussi ceux des Gabonais qui ont choisi d'aller dans le système de l'enseignement supérieur privé, que nous devons également de soutenir, surtout si les filières de formation qui sont offertes sont en phase avec le plan de développement du Gabon pour que nous puissions offrir à notre pays le capital humain nécessaire pour atteindre l'objectif de l'émergence que souhaite si vivement le président de la République pour 2025. Pacom Moubélé Boubeya, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui était notre invité dans le cadre de ce deuxième numéro de votre émission, notre émission Faire savoir. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Le prochain invité sera sans doute le ministre de l'Éducation nationale. D'ici là, portons-nous bien.